Bonjour, nous voici pour une nouvelle vidéo. Alors, il y a quelques jours, un frère m'a appelé et il voulait des explications complémentaires concernant le fait que j'avais évoqué la franc-maçonnerie obscure. Et bon, on discutait dans dans le courant de la conversation. Il m'a dit il y avait quelques mois, il avait été euh, visiter une loge et un frère avait présenté une planche de pratiquement trois quarts d'heure. Lui-même l'a décrite comme une planche immangeable. Et à la fin de la tenue, un apprenti et un compagnon lui a dit que jamais il serait capable de réaliser cela. Donc ils étaient dépités, ils disent moi j'arriverai jamais. Voilà. Et ça m'a rappelé la même situation que j'ai vécue moi également, mais à moult reprises dans d'autres ateliers où un frère, pareil, venait présenter une planche de trois quarts d'heure sur la description d'une lettre hébraïque. Alors, à s'en en douter, c'était un frère des loges de perfection et une planche de trois quarts d'heure sur la définition d'une lettre hébraïque. Alors personnellement, je n'ai rien contre la tradition hébraïque, mais en franc-maçonnerie, ça ne devrait pas y être. Je veux dire. D'ailleurs, le vénérable maître de la loge jamais n'aurait dû accepter une telle planche, si ce n'est que lui-même devait faire partie également des ateliers supérieurs. Alors, je précise bien que je n'ai rien contre la tradition hébraïque, mais ça c'est comme vous êtes sur un stade pour jouer une partie de football, il n'y a pas de raison qu'à la place du ballon sphérique, on ait un ballon de rugby. Voilà. C'est pas être anti-rugby que de dire voilà, on est sur un stade pour jouer une partie de football, il faut un ballon de football. Pour la tradition hébraïque, c'est pareil. Le fait est, c'est que ses frères intellectuels, les érudits, euh, sont pénalisés par leur savoir. Le fait est, c'est que ils ont la tête, entre guillemets, pleine dans le bon sens de dire, voilà, ils sont cultivés et autres, mais ils n'ont pas la souplesse pour adapter leur discours au langage symbolique. Leur cerveau devient aussi rigide que la coque d'une noix. Il n'est pas assez malléable, excusez-moi. Et c'est pour ça qu'ils interprètent l'arbre siphérotique hébraïque en l'état, ce qui est purement une aberration. Et ils viennent et ils ressassent des tas et des tas de planches. Je n'ai rien contre les degrés de perfection, je n'ai rien contre les frères qui participent à ces degrés de perfection, mais qu'ils restent dans les degrés, dans les loges supérieures, qu'ils laissent les autres tranquilles, parce que à défaut comment dirais-je, d'œuvrer dans leurs ateliers, ils viennent et ils démoralisent les apprentis et compagnons. Et en plus de ça, par un discours qui n'a rien à voir à faire en franc-maçonnerie. Ils ont un savoir, ce sont deux rails, c'est une route, et ils peuvent vous expliquer tout ce qui se passe entre ces deux rails. Ils peuvent vous expliquer le nombre de graviers, le ceci, le cela. Mais ils sont dans l'incapacité de vous dire ce qu'il y a de l'autre côté de la barrière, parce que ça ne rentre pas dans le champ de leur savoir. Euh, je voudrais, si je parle de cela, c'est pour dire aux frères et aux sœurs qui se sentent désespérés quand ils entendent des planches comme ça, je leur dis, mais heureusement que vous ne ferez pas pareil, que vous n'arriverez pas à le faire, parce que sinon vous serez perdus. Le langage symbolique s'adresse à des personnes qui ont la tête vide, vide dans le bon sens du terme. Je ne veux pas dire qu'il faut être un idiot, mais au moins on a de savoir. Au plus, on peut s'adapter et absorber. D'ailleurs, ne dit-on pas heureux les simples d'esprit, car le royaume des cieux leur est ouvert. On ne dit pas
heureux les intellectuels. Voilà, ça se saurait. C'est une petite aparté, ceci dit, c'est que ça brouille tout le schéma. C'est parce que à la sortie, c'est eux. Il y a beau y avoir une séparation entre l'éloge symbolique et les degrés de perfection, il y a une collusion, et les degrés de perfection viennent diriger l'intégralité de la franc-maçonnerie, et c'est ça qui est dommageable. C'est pour ça que on a supprimé la hache de la pierre cubique à pointe. Pourquoi? Uniquement parce que un intellectuel est incapable de considérer le langage symbolique. Et il se dit, dans son esprit, une hache ne peut pas fendre la pierre. Elle fend le bois, mais pas la pierre. Auquel cas, ça doit être un taillant. Et dans leur esprit, ils peuvent même aller aussi loin et dire que nos anciens s'étaient trompés et ont mis une hache à la place du taillant. Pour justifier également leur point de vue, ils disent, voilà, sur le pyramidion qui constitue la pierre cubique à pointe, ben, elle servait, chaque face servait à aiguiser les outils. Et le fait est, c'est que, voilà, on part d'une aberration et après on la justifie par énormément d'éléments. Et le message en devient totalement diffus. Alors, la franc-maçonnerie nous dit qu'elle honore aussi bien le travail manuel qu'intellectuel. À cela, je dis bravo. Ceci dit, l'un ne doit pas l'emporter sur l'autre. Le travail manuel est aussi important que le travail intellectuel. Mais pourquoi il y a eu toutes ces déviances en franc-maçonnerie et pourquoi la franc-maçonnerie est tant décriée et elle est détestée par le monde entier? Ce n'est pas à cause des simples d'esprit. Ça, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre que ce ne sont pas les simples d'esprit qui me font détester la franc-maçonnerie. C'est tout. Oui, cet intellectualisme exacerbé qui finalement ne fait que augmenter l'ego. Et en plus de ça, ça le surmonte d'un orgueil, parce que le frère, voilà, est très orgueilleux en présentant ses planches. Et en fait, voilà, c'est un pan qui parade. Je dis cela, il n'y a aucune attaque, ce sont des remarques, ce ne sont pas des attaques. Et je le dis en toute amitié fraternelle. Vous n'y voyez aucune attaque de ma part. Mais j'ai vu ça tout au long de mon parcours maçonnique. Et c'est vrai que de nombreuses fois, j'ai entendu les apprentis dire « moi, j'y arriverai jamais, moi, j'y arriverai jamais ». Et c'est vrai que je ne pouvais pas leur répondre et leur dire voilà ce que je pense maintenant de cela. Mais c'est comme ça. Alors pourquoi les intellectuels ont leur place? Bien évidemment qu'ils ont leur place. Mais les intellectuels, c'est, imaginons, je vais vous donner une image, c'est comme un puzzle géant. Que ce soit en franc-maçonnerie ou ailleurs d'ailleurs. Les intellectuels délimitent le cadre, c'est-à-dire que il y a 4 angles et vous avez 4 frères qui sont à angle droit et tous les autres ont une face droite. Finalement, quand vous démarrez le pulse, ce sont les pièces les plus faciles à mettre en place. Et d'ailleurs, on commence par cela. Voilà, plomb. Ceci dit, et je ne vais pas en vouloir aux intellectuels, parce que dans un pulse, on va dire de 5000 pièces, les 5000 sont importantes. Aussi bien celle qui constitue la périphérie que la dernière pièce centrale. Il n'y en a pas une plus importante que l'autre. Il n'y a pas un intellectuel plus important qu'un manuel, ou vice-versa. Tout le monde est important dans la mesure où chacun trouve sa place. Et c'est ça le plus difficile. C'est que la périphérie définit les règles. C'est elle qui définit, et en franc-maçonnerie, voilà, toutes les aberrations qu'on a, et la doxa maçonnique qu'on a, vient des intellectuels. Mais ils sont, je leur dirais que leur savoir les pénalise pour le langage symbolique. Le langage symbolique
il faut être souple, il faut savoir s'adapter, savoir lire entre les lignes, savoir ajouter quelque chose là où ça n'existe pas. L'intellectuel est un savoir, et quand on lui pose une question, il va chercher dans son cerveau, il ouvre une boîte et il vous donne ce qu'il y a dans la boîte. Il ne peut pas vous donner autre chose. Ceci dit, c'est très bien, il délimite le cadre, et on pourra même dire, il protège toutes les pièces qui sont à l'intérieur. Ce qui est une très bonne chose, et en plus de ça, symboliquement, c'est une très belle chose. Mais le cadre ne doit pas prendre la place sur le contenant, sur ce qu'elle contient. C'est comme un tableau. Le cadre ne peut pas remplacer le tableau en lui-même, ne peut pas prendre l'importance. Chaque chose a sa place et tout va bien. C'est comme dans une entreprise. Si vous mettez le comptable à la place de celui qui est à la production et que vous mettez celui qui est à la production à la place du comptable, vous créez un chaos et l'entreprise ne peut que péricliter. Pourtant, les gens et les personnes sont les mêmes, le travail reste identique. Mais il y a eu une confusion, il y a eu une inversion qui crée voilà, un désordre. C'est ce désordre, cet équilibre qu'il nous faut rétablir en chaque situation. Et en parlant de cela, c'est cela que je disais à ce frère qui me posait la question de savoir qu'est-ce qu'est l'obscurité maçonnique. Ben c'est cela, inconsciemment, le cadre qui définit des règles définit également l'obscurité maçonnique parce qu'elle est incapable de s'adapter au langage symbolique et impose une doxa et impose une façon de faire, une façon de penser. Je disais que la franc-maçonnerie honore aussi bien le travail manuel que le travail intellectuel, soit. Et ça reste dans les paroles. Combien d'ouvriers y a-t-il en franc-maçonnerie? Quasiment aucun. Sinon aucun. Et pour cause. Un ouvrier qui travaille à la chaîne, un maçon qui travaille sur le chantier, un mineur qui travaille au fond des mines toute la journée, quand la journée s'achève, qu'il a les bras et les mains cassés par la fatigue, il rentre chez lui. Vous pensez que il aura le courage d'enfiler un costume et d'aller en loge pour philosopher? Il faut vraiment qu'il y ait une attirance particulière, et cette attirance particulière, on voit bien qu'elle n'y est pas. Il préfère prendre une bière, se mettre sur un canapé et profiter de sa famille. Et bien évidemment, personnellement, j'ai jamais trouvé la réponse. Comment faire pour faire rentrer davantage de personnes simples dans la franc-maçonnerie? Parce que ce brassage aurait réellement apporté une plus-value à la franc-maçonnerie. Le fait est, c'est que nous avons des professeurs de l'enseignement national qui cooptent, bien évidemment que des professeurs, des policiers qui cooptent des policiers, chacun coopte dans les caractéristiques de son métier. Et le fait est, c'est qu'on se retrouve avec les mêmes personnes et il n'y a pas de brassage d'idées. On crée un moule et tout le monde est à l'intérieur de ce moule. Et c'est pour ça que on accepte le discours, on accepte la doxa parce qu'on est formaté par les mêmes pensées. C'est comme ça. Voilà. Moi-même, je n'ai pas trouvé la solution pour pouvoir faire rentrer davantage de personnes. D'ailleurs, moi-même, dans ma vie maçonnique, j'en ai coopté qu'une. Donc, je ne suis pas le meilleur placé pour parler de cooptation. Ceci dit, on parle de la franc-maçonnerie parce que c'est le thème qui nous intéresse, mais la société en elle-même est du même acabit. Vous prenez les politiques. Les politiques, c'est le cadre. Voilà, c'est le cadre du puzzle. La seule différence, c'est que ce cadre de puzzle, c'est pareil.
La seule chose qui les importe, c'est le cadre, c'est-à-dire c'est leur réélection. Ce qui est à l'intérieur du cadre les importe peu. Et on se rend compte qu'il y a des déviances, et c'est pour ça que notre société, elle en est là où elle en est. Un politique, et là c'est pareil, j'ai rien contre les politiques, mais le fait est, c'est qu'avec le fil du temps, voilà, il y a des habitudes qui s'installent. Mais un politique qui gagne 10-12 000 euros par mois, qui n'a jamais eu de blessure aux mains de par son travail manuel, il est là pour définir la pénibilité d'un travail. Comment cela peut se faire? C'est pas possible, c'est impensable. On est dans deux mondes totalement différents. Et bon, ce ne sont pas les exemples qui manquent, des politiques avec des costumes à 30 000 euros aux pièces, ou le repas du midi, voilà, avec du homard. Nous sommes sur deux planètes différentes. Et ça, ce sont des habitudes qui se sont mises en place et qui détruisent le sens commun, qui détruisent le sens commun, le bien commun à tous. Et on exacerbe l'individualité. Et c'est cette individualité également qui fait partie de l'obscurité. Alors l'obscurité, c'est pas un assassin contre une personne pieuse, voilà. C'est un système, c'est une façon de faire qui crée cette obscurité qui devient indifférence, qui devient, oui, dans le terme indifférence, chacun y mettra ce qu'il voudra, mais le terme est profond. Pourtant, et on le voit bien que chacun est individuel, c'est chacun pour soi. Moi, le nous a disparu, le bien commun a disparu. C'est pour ça que je disais dans une précédente vidéo, trop bon, trop con, on inverse les valeurs et la bonté devient une couillonnade, ce qui est en soi impensable si on s'y fixe un seul instant. Mais c'est comme ça, peu à peu, et ça, on peut le ramener ça aussi pareil à la fenêtre d'Overton, c'est-à-dire que peu à peu, on vous fait admettre l'inadmissible. Et vous-même, vous vous battez pour cet inadmissible parce que on vous l'a fait ingérer, on vous l'a ingéré peu à peu. C'est comme ça. Mais rendez-vous compte, chacun chez soi, individuel, moi, et pourtant, vous ne pouvez pas passer, pour que vous puissiez passer une seule journée de votre quotidienneté, il a fallu l'effort de millions de personnes. Vous êtes dans une maison, c'est pas vous qui l'avez faite. Les matériaux, ils n'ont pas été fabriqués par ceux qui les ont faits. Les granulats ont été extraits par d'autres personnes. Votre réveil a sonné, c'est pareil. Vous habillez, les vêtements viennent d'ailleurs, de l'autre bout du monde. Et si vous faites la somme de tout ce que vous avez chez vous et qui constitue votre quotidienneté, vous vous rendez compte que il a fallu des millions de personnes pour que vous puissiez passer une seule journée. Et ça, on ne s'en rend pas compte. Voilà, ça, comme on dit, ça fait partie des meubles. Alors, je ne vous dis pas que demain matin, en sortant de chez vous, il faut embrasser tout le monde. C'est pas ça que je veux dire. Mais donner de l'importance aux gens, ou tout du moins, ne leur en levez pas. Chaque pièce d'impulse a une importance, mais vous ne la voyez pas. Mais elle a cette importance. Et là, auquel cas, votre regard va changer un peu. Le chemin d'éveil va se discerner un tout petit peu quand vous vous oubliez un peu et que vous regardez les autres. Et auquel cas, vous devenez un peu plus empathique, un peu plus compréhensif. Alors je ne dis pas que voilà, vous allez voir quelqu'un dans la rue agresser une autre, que vous allez l'accepter, ça n'a rien à voir. Mais le fait est, c'est que tout ça, c'est ce que je disais, c'est la vie est un jeu. Voilà, c'est une interaction, et cette interaction, il faut la mener du meilleur du monde. Et s'élever,
si l'on peut, mais sans marcher sur les autres. C'est pas simple, bien sûr que c'est pas simple, puisqu'on est habitué, c'est le système, c'est cette obscurité inconsciente, organisée, qui fait que nous sommes constamment dans la compétition. La personne en face de moi, d'une façon ou d'une autre, est un ennemi à abattre, est un adversaire à tomber. Voilà, dans notre esprit, il n'y a pas un schéma qui nous dise, voilà, à deux, on est plus fort. Qu'est-ce que t'en passes? Comment on va faire? Et c'est pour ça que le monde, il en est où il en est, et que d'une façon ou d'une autre, tout ça, ça va cesser. La franc-maçonnerie en elle-même, elle est vouée à disparaître. Forcément qu'elle est vouée à disparaître. Parce que vous ne pouvez pas avoir qu'un cadre et rien à l'intérieur. Alors je dis cela, mais j'ai énormément de fautes également, moi aussi. J'ai écrit par le passé un livre qui s'intitulait « La franc-maçonnerie a failli ». Et bien évidemment que mon orgueil a fait que je ne suis même pas cité, c'est moi qui pointais du doigt. Et étant donné que je pointais du doigt, je n'étais pas à l'opposé, c'est moi qui le pointais. Mais il m'a fallu du temps, et il y a très peu de... Il m'a fallu du temps, et il n'y a pas longtemps que il m'est venu quelque chose à l'esprit qui a changé un peu aussi mes idées. Mon problème, ça a toujours été la communication. S'exprimer. Ça fait 20 ans que j'essaye de passer toutes mes trouvailles, ce que j'ai découvert en franc-maçonnerie, enfin découvert, ce qu'on m'a donné à découvrir et que je n'avais qu'à partager. Et même ce partage, je n'ai pas réussi à le faire. J'ai écrit des livres, j'ai fait des vidéos, j'ai fait des planches, mais je reste inaudible pour la bonne et simple raison, c'est que quand je m'adresse, quand j'essaye de converser, quand je suis vindicatif, je suis pris par la passion, j'en deviens même pour certains agressif. Et pourtant, tous les gens qui me connaissent savent qu'il n'y a pas d'agressivité en moi. Il y en a uniquement pour me défendre. Mais je n'ai jamais été un combattant, voilà, sans raison, je dirais. Ça me vient de ma très jeune enfance. Lorsque j'avais 6-7 ans, je ne me rappelle plus exactement, je rentrais de l'école et j'avais toujours des hématomes. Mes vêtements étaient déchirés. Et mes parents en avaient marre et ma grand-mère, à cette époque, habitait chez nous. Ma grand-mère maternelle. Et elle me disait, bah, écoute, si, parce que ce n'étaient pas les élèves, les écoliers de ma classe qui me prenaient pour un bouc émissaire et qui me prenaient pour voilà, la personne à maltraiter, c'était d'autres classes, les grands. Et ma grand-mère me dit un jour, si un grand vient te molester, vient te taper, et que tu n'y arrives pas, prends une pierre et jette-lui, et fracasse-lui la tête. Fracasser-lui la tête, bon, je ne pense pas que c'est le terme qu'elle a employé, mais je retranscris par ces mots ce qu'elle a voulu me dire. Et ça m'a servi toute ma vie, parce que du jour où elle m'a dit ça, j'ai cessé d'avoir peur. Plus personne n'a levé la main sur moi. Et j'avais 7 ans, 6-7 ans. Et les années ont passé. J'ai été adolescent. J'ai été en discothèque, je me suis retrouvé en discothèque parce que j'aimais bien danser avec des bandes autour de moi, 7-8 personnes qui venaient pour me bousculer, pour me chahuter, pour me mettre en bagarre. Et bien évidemment que j'avais peur. Mais je ne me suis jamais démonté. J'ai montré une assurance, une détermination qui faisait que quand on me bousculait, je me tournais, je m'avançais vers la personne, j'avais le nez presque collé au sien, et cette personne, elle ne pouvait que s'en aller.
Et ça, je l'ai eu tout au long de ma vie. Des personnes qui me dépassaient de 3 têtes, j'allais directement sur eux et comme les montagnes, voilà, les montagnes se séparaient pour me laisser passer. Et ça a toujours été ma façon de faire, c'est-à-dire que si on est déterminé, si on, on ne montre pas de faiblesse, ben, c'est le reste qui s'écarte pour vous laisser passer parce qu'ils voient bien qu'ils n'ont pas cette détermination. Si je dis ça, c'est parce que dans ma façon de communiquer, de parler, ça a été pareil. Quand je voulais expliquer les choses, je l'ai fait avec une voix haute, je l'ai fait bien malgré moi, en agressant. Et finalement, le message et toutes les découvertes qu'on m'a données à partager, elles sont restées inaudibles. Donc j'ai vraiment raté ça. Je m'en veux pas parce que, voilà, je m'en veux pas, il n'y a pas de hasard, les choses elles ont été faites comme elles ont été faites. Mais si j'avais été mature il y a 20 ans, eh ben voilà, la franc-maçonnerie n'en serait pas là, et peut-être même le monde, puisque la franc-maçonnerie est au niveau mondial, et le livre que j'ai écrit, La franc-maçonnerie a failli, eh ben je ne l'aurais pas écrit et j'aurais souhaité ne pas le faire. Mon erreur, c'est une erreur que j'ai relevée il n'y a pas longtemps, c'est que j'ai toujours dit la franc-maçonnerie est d'une beauté extraordinaire. Ça m'émerveille, ça me... Voilà, quand j'en parle, Mais l'erreur que j'ai faite, c'est que la franc-maçonnerie, c'est le cadre, comme celui d'un Pulse. Et le fait est, c'est que j'ai oublié les hommes qui la composaient, les francs-maçons et les francs-maçonnes. Et j'ai privilégié la franc-maçonnerie aux hommes et aux femmes. Tout ce qu'on m'a donné à découvrir, les découvertes que je devais partager, en fait, c'était comme des chocolats d'une qualité mais incroyable, une qualité divine, mais que je transportais en vrac dans un sac en plastique. Et évidemment que personne n'en voulait. Ça, c'est le fond. Et après, il y a la forme. J'ai toujours privilégié le fond à la forme. Et pourtant, on me l'a dit. Mais fais attention de la façon dont tu parles. Ça passerait mieux si tu étais plus calme, mais pris par la passion, et ça reprenait toujours le dessus. Et je me suis rendu compte que la franc-maçonnerie, c'est comme une boîte. C'est la boîte, voilà, une boîte. Et à l'intérieur, vous avez du chocolat. Peu importe si le chocolat est ordinaire, si la boîte, elle est belle, la présentation, elle est bien faite, eh bien, les chocolats se vendent. Alors que les chocolats que vous avez en vrac, d'une qualité divine, ceux-là, ils ne peuvent que se détériorer parce que personne n'en veut. C'est là où je dis que si j'avais mis les formes, c'est-à-dire c'est que si j'avais créé une merveilleuse boîte pour mettre tous ces chocolats qu'on m'a donné à découvrir et qu'il fallait que je partage, ben le message aurait passé. Je ne serais pas un extraterrestre et j'aurais pu aider énormément de personnes. C'est le seul, à la rigueur, c'est le seul regret que j'ai. C'est que mon entêtement, ma façon de faire a fait que j'ai peut-être, je n'ai peut-être pas aidé suffisamment. Bon, c'est comme ça, je ne vais pas m'ouvrir les veines. Lorsque je disais également que quand on est sur le chemin, on est seul face à soi-même. Et que d'une façon ou d'une autre, on ne peut être que dans l'isolement. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que quand on est sur le chemin et qu'on avance et qu'on souhaite être de plus en plus intègre, on s'interdit toute hypocrisie et tout mensonge. C'est difficile, oui et non. C'est difficile dans le sens où quand vous rencontrez les gens,
vous avez toujours des gens qui vous posent des questions indiscrètes. Et étant donné que vous n'avez pas l'envie, la capacité de mentir, ben vous répondez à leurs questions. Et le fait est, c'est que vous exposez constamment votre vie, vous exposez ce que vous auriez voulu garder, tout ça parce que par l'indiscrétion des gens. Et auquel cas, ben la personne vous l'a laissé de côté, et vous en a laissé une autre, et une autre, et une autre, et finalement vous vous retrouvez pratiquement seul. Vous comptez les gens qui sont autour de vous, et qui comptent un tant soit peu, ben vous pouvez les compter dans les 5 doigts d'une main, et encore, je vous dis, il y en a de reste. C'est comme ça. Le fait est, c'est que aujourd'hui, je disais, voilà, lire des livres, ça ne sert plus à rien. Maintenant, la seule chose, c'est être intègre, parce que quand on parle d'éveil, les gens pensent qu'on va s'éveiller, on va être assis à côté de Dieu, et que voilà, on va être des magiciens, on va être ceci, cela. Non, être éveillé, c'est être constamment dans l'instant présent. C'est être constamment dans la réalité, voir les gens pour ce qu'ils sont, et non pas pour ce qu'on souhaiterait qu'ils soient ou autre. Chacun est unique, mais bien évidemment que chacun est unique. Mais cette unicité ne veut pas dire que nous sommes exceptionnels, que nous sommes au-dessus de l'autre. Tout le monde est unique. Tout le monde est important. Et quand tout le monde est important, l'importance disparaît. L'importance n'existe plus. La vie est un jeu? Oui. Faut-il se prendre au sérieux? Non. Par contre, nos actions doivent être sérieuses. Quand je vois qu'en franc-maçonnerie, voilà, on met en avant l'humour, bien évidemment que l'humour est sympathique, mais l'humour, c'est la boîte. Elle ne peut pas remplacer le contenu également. Je vais en rester là parce que je crois que le temps file. Je tâcherai de refaire une vidéo la semaine prochaine et je ne vais pas m'excuser pour tout ce que j'ai pu dire, toutes les personnes que j'ai pu blesser, parce que d'une façon ou d'une autre, c'était involontairement et je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que les gens comprennent. C'est comme ça. Mais toutes les personnes qui ont eu besoin de moi savent que je ne suis jamais défaussé et que j'ai toujours été là. Tchuss.